Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé pendant le confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres ou de jeux vidéo. Pour la reprise, nous faisons une émission spéciale juillet-août 2020. Nous allons ainsi parler de plus possible des sorties de juillet-août 2020. Avec moi pour en parler, Mickaël. Salut. T'as passé de bonnes vacances, Mickaël ? Ça va. Très confiné, mais comme d'habitude, c'est bien le confinement pour regarder plein de films et de séries pour pouvoir en parler dans l'émission. Et faire des émissions de 2 heures. On a également Céline. Salut. Et Hugo. Salut. Moi, j'ai pas fait de vacances, juste même si... Ouais, nous. Ouais, Céline aussi. Nous, on travaille. C'est pour ça que je vous demandais pas par correction. Bah oui, par correction, t'aurais dû pas demander à Mickaël, tout ça me fout la rage maintenant. Oui, il a Oh pas eu la de vacances. rageuse déjà. Comme d'habitude, avec la bonne humeur. Alors qu'est-ce qu'on a eu en juillet-août ? Les cinémas ont repris petit à petit, plus en France qu'aux États-Unis où c'est encore difficile de voir des films. Mais heureusement, il y a toujours la VOD pour nous sauver. Et donc c'est Mickaël qui va commencer par le film The Vast of Night. Alors oui, moi j'ai vu un film, ça s'est sorti en mai, un film de Andrew Patterson, The Vast of the Night. C'est un petit film sorti un peu de nulle part, qui a fait un gros succès ici aux États-Unis sur Amazon Prime. Donc il est actuellement disponible sur Amazon Prime, même en France. Et c'est un petit film de science-fiction, donc je vais dire petit souvent, parce que c'est vraiment peu de moyens, mais ça réussit vraiment à avoir un impact. Ça se passe dans les années 50, et lors d'une émission de radio, un témoignage un peu effrayant vient parler d'apparition d'un ovni. Et du coup, tout le film va parler en fait de cette apparition d'ovni. Et il y a une sorte d'enquête dans le petit village pour savoir c'est quoi cette apparition d'un ovni. Donc à partir de là, on est dans l'ambiance des années 50. On a un personnage qui en fait utilise comme les vieux trucs de téléphone. Donc on a des sortes de gâchettes qu'on met pour transférer des lignes ou des trucs comme ça. Et donc ce personnage écoute aussi en même temps que l'émission de radio. Donc il y a des interactions entre des différents personnages et il y a notamment un travelling assez génial pour aller d'un personnage à un autre. On fait un long travelling qu'on traverse toute la ville pour nous montrer en fait la nuit, donc The Vast of the Night. Donc c'est vraiment un film assez intéressant dans sa mise en scène minimaliste, mais pour autant qui réussit à faire des trucs assez grandioses. Donc très belle surprise d'Amazon Prime. Mais alors du coup, c'est un film un peu conceptuel, c'est ça ? Est-ce qu'on voit qu'on est censé voir ou est-ce que c'est caché ? Je veux pas en révéler trop, justement je vais laisser la surprise aux spectateurs, mais c'est vrai que c'est un peu un film conceptuel. Justement, je pense qu'il est parti du concept du téléphone dans les années 50, où maintenant, si on appelle quelqu'un, on a la ligne directe. Alors qu'à l'époque, on avait une sorte de personne qui était un intermédiaire qui nous disait, un opérateur, merci, qui allait transférer le numéro vers un autre numéro. Et du coup, c'est vrai que il y a ce côté va-et-vient, que du coup, il va utiliser la caméra pour le va-et-vient entre le téléphone aussi et entre les personnages. Et donc, de ce concept-là, il arrive à faire un film de science-fiction assez sympathique. C'est pas non plus excellent, mais je trouve que pour un premier film, et c'est ça qu'il faut préciser aussi, pour un premier film, c'est vraiment très très bien. Donc à suivre, Andrew Patterson. Du coup, j'avais envie de le voir, alors je vais essayer de le voir au plus vite. C'est sorti le 3 juillet 2020 sur Amazon Prime en France, plutôt peut-être aux États-Unis. En tout cas, c'est à voir. Si vous le voulez bien, je vais enchaîner directement, moi, avec Madre, qui est un film de Rodrigo Sorogoyen et qui était un film que j'attendais beaucoup. Sorti le 22 juillet 2020 en France. Et Rodrigo Sorogoyen, c'est le réalisateur, entre autres, de El Reino, de... Que Dios nos perdone. Merci. Nos perdone. Merci, très bon thriller espagnol. Et encore avant de Stockholm, que je n'ai pas vu, mais il écrit tous ses films avec Isabella Peña. Donc c'est un peu une filmographie à deux qu'ils sont en train de construire. Et du coup, de ce que j'ai vu, c'est plutôt des thrillers. Alors Madre, quand ça commence, si j'ai bien compris, ça reprend le court-métrage Madre qu'il avait déjà quelques années plus tôt, qui est un plan séquence entier avec cette femme qui est au téléphone avec son fils qui est censé être en vacances avec son père au bord de la mer, mais qui a perdu son père. Et donc cette femme impuissante va essayer de comprendre où est son fils, qui est complètement perdu, en gérant le stress, en gérant la batterie de téléphone qui a peut-être lâché. Et c'est vraiment une ouverture incroyable, et on se dit, quand on a vu par exemple El Reino, qui est plutôt une montée en puissance au niveau du thriller,
qui finit vraiment sur les chapeaux de roue avec le cœur qui bat à 100 à l'heure. Quand on commence Madré, on se dit waouh, dès le début, ça nous scotche au siège sur les 10 premières minutes. Et c'est vraiment époustouflant. C'est peut-être le défaut du film parce qu'en fait, après ce court-métrage, il a déroulé son film et en fait, la pression retombe puisque ce n'est plus du tout un thriller et ça devient un drame intimiste puisque quelques années plus tard, cette femme, cette Madré, va revenir vers la plage où a eu lieu le drame et s'installer, servir dans un bar et se familiariser à l'environnement, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il va peu à peu s'attacher à un jeune homme qui est joué par Jules Porrier, qui est français et qui a des petits airs un peu de Timothée Chalamet dans sa nonchalance de jeune de 19 ans. Si, c'est son portrait. Un peu beau gosse. Ouais, boutonneux. Voilà. Et j'ai trouvé que l'alchimie fonctionnait bien, donc entre Jules Porrier et l'actrice qui est Marta Nieto, qui est vraiment, j'ai trouvé sublime en fait cette actrice et sa manière de jouer et de passer des choses dans son regard, dans son visage. Et donc c'est quelque chose qui va se tisser entre eux, une relation un peu ambiguë, puisque en fait... Un peu beaucoup ambiguë. Oui, pour ça, j'avais envie de t'arrêter en disant, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Est-ce que tu veux rentrer dans le vif du sujet de la pédophilie ? Parce que malheureusement, cette femme aussi, du coup, essaie de revoir en ce jeune homme son fils, qui a à peu près le même âge en fait, qui a disparu à 6 ans et qui a maintenant 17 ans, 16 ans. Et voilà, il y a cette relation très difficile qui va se tisser. On va voir un peu les parents de cet homme, qui sont joués par des Français aussi, qui sont pas forcément les meilleurs acteurs du film, mais la meilleure idée. Surtout. Mais j'ai beaucoup aimé ce drame, en tout cas intimiste, qui plonge un peu dans la psychologie de cette femme, et qui se déroule dans la deuxième partie du film, souvent en dialogue très long, et elle va un peu pouvoir parler avec chaque personnage avec qui elle avait quelque chose à régler. Une scène avec la mère de ce jeune homme, une scène avec son ex-mari, donc le fameux papa qui a perdu l'enfant, donc on imagine que c'est difficile. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est construit. Et le seul reproche, c'est que du coup, ça part sur les chapeaux de roue, mais ça retombe et il faut s'attendre à avoir un drame parce que le début nous laisse plutôt présager un thriller policier, enfin un thriller. Et toi, Céline, vu que tu as l'air de l'avoir vu, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, j'avais la chance de le voir sur un ciné-expérience, donc j'y suis vraiment allée à l'aveugle et je savais pas sur quoi j'allais tomber, mais c'est vrai que les 10 premières minutes, comme tu m'as dit, elles m'ont scotché. Et qu'après, de voir que c'était ça le court-métrage qu'il avait fait, intéressant. Mais ça aurait pu juste faire un court-métrage et c'était très bien comme ça. Parce qu'après, le problème... Non mais c'est vrai. Oui, hein. non. Après, le problème, c'est que l'histoire change totalement, en fait, de thématique. Et t'es plus sur elle qui essaye de se remettre, en gros, du deuil de son fils. Parce que c'est une disparition, mais il n'y a pas de corps. Tu sais très peu de choses, techniquement, en fait, sur le fait divers actuel de la disparition de son fils. Parce que tu la vois juste... avoir déménagé en fait en France, du coup complètement avoir abandonné sa vie d'avant, mais pourquoi faire en fait, c'est ça. Et c'est vrai que du coup l'arrivée du jeune qu'elle identifie comme étant son propre fils tout simplement, on va dire ça lance quelque chose dans l'histoire, sauf que lui c'est un jeune, il voit une femme je sais pas quel âge elle a, je donnerais la trentaine. Enfin, elle paraît très jeune, de toute façon. Une jeune femme s'intéressait à lui, direct, il a les hormones en fusion, quoi. Comme tout jeune homme qui se respecte. Non, je rigole. Alors, en fait, le film, du coup, m'a rendu très mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est un peu rare de voir des films sur une sorte de pédophilie. Enfin, ça fait très zone grise là-dessus. Il n'y a pas de zone grise. Ouais, mais j'ai pas envie de dire que c'était... Mais c'est très romance entre une trentenaire et puis un jeune de 17 ans, quoi. Et en même temps, elle, tu vois qu'elle a pas d'attirance sexuelle. Parce que elle veut juste retrouver son fils dans le jeune homme. Mais lui, tu vois très bien qu'il veut la ken, quoi. Il veut se faire une île. Et c'est un peu... Non, mais c'est un peu ça, moi, qu'imaginais, en fait, dans le film. C'était en mode, ouais, mais elle, en tant qu'adulte, à sa place, j'aurais franchement foutu des barrières et j'aurais peut-être expliqué mon passé, mais de manière claire, quoi. Bref, après, il y avait aussi l'autre sujet du film qui était, du coup, sur le deuil de son fils et que, comme tu dis, elle essaye de régler un peu ses histoires, par exemple, avec Fréquente. Et tu vois qu'elle veut pas retourner en Espagne. Enfin, elle veut pas... Elle est tellement dans le passé, mais en même temps, elle veut pas tourner la page et on sait pas ce qu'elle veut. Moi, je l'ai trouvé très ambigu, le film, et il m'a rendu mal à l'aise. À la fin, je savais pas trop quoi en penser, parce que à la fois, il était long et intéressant,
mais t'es pas satisfait de la fin. Mais je crois que c'est un peu le style du réalisateur aussi. Toujours te laisser dans l'ambiguïté et te laisser, on va dire, un peu savourer le questionnement de qu'est-ce qui se passe. Sinon, en fait, il était très bien le film, mais ça m'a rendu très mal à l'aise. Et il m'a fait penser au film Les Filles d'Avril, où t'as un petit peu la même angoisse un peu permanente de... C'est pas bien ce qui est fait, mais en même temps, tu la comprends, quoi. Et c'est sur l'amour maternel aussi. Voilà, du coup, on vous conseille quand même de voir Madré de Rodrigo Sorogoyen et toute la filmographie de cet homme, en fait, puisqu'il a fait des choses très variées, et la plupart du temps, c'est super. Je vais donner la parole à Ugur pour ton film. Je te laisse le présenter et en parler. Oui, merci Thierry. J'ai vu Palm Springs, réalisé par Max Barbaco, que je connais pas comme réalisateur, et qui a été diffusé sur la plateforme Hulu. Donc je sais pas sur quelle plateforme ça serait en France, probablement Orange ou Canal+. Ce film n'est pas sorti ni en VOD ni bon, j'ai vu un film que personne ne verra en France probablement, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est une comédie romantique américaine où on a les acteurs Sandy Samberg et Kristen Milotti. Et en fait, on nous parle d'une boucle temporelle dans laquelle Sandy Samberg est coincé et il revit la même journée en plusieurs fois. Et il y a d'autres protagonistes qui vont le rejoindre et qui vont passer leur journée en même temps. Et c'est un concept qui a été revu et c'est juste vraiment... Il s'amuse parce que une fois que tu meurs, tu recommences la même journée et c'est juste une boucle temporelle. Donc pour moi, c'était cool parce que c'était assez chill comme film et je trouve que l'acteur il était très bon, Sandy Samberg, et je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup rigolé. Mais pour moi, encore une fois, c'était pas un film, c'est juste un film que on peut voir facilement avec des amis, juste pour rigoler et chiller un peu. Mais si vous avez peu de temps, c'est pas un film que... Si t'as pas d'amis. Voilà. Alors, dans les fun facts du coup de ce film, ça a été un film qui a été présenté à Sundance et qui a été le film le plus cher jamais acheté à Sundance. Donc il a battu un record en fait en quelque sorte. Et ça a été Hulu qui a acheté à Sundance ce film très très cher. Donc il était vachement attendu, je pense. Ça veut pas dire qu'il est bon, quoi. Non, ça veut pas dire qu'il est bon, mais moi je l'ai vu. Moi j'ai bien aimé. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était bien de prendre un concept de science-fiction qui avait effectivement déjà été vu et revu, je suis d'accord Hugo avec toi, mais de manière en fait à raconter l'histoire humaine en fait, et une histoire d'amour en quelque sorte. Et moi qui déteste les comédies romantiques, et on en a parlé déjà par le passé, j'aime pas ça. Bah là, j'étais sensible j'aime bien leur dynamique, c'est des gens tout à fait normaux, qui ont pas, voilà, c'est pas fleur bleue, ça vire pas dans le drame jamais, ça navigue toujours entre des bonnes eaux et j'ai beaucoup aimé. Après, pour l'histoire d'amour, Sandy Samberg, qui est le premier à rester dans la boucle temporelle, il passe son temps à faire l'amour à d'autres filles qui vont pas se souvenir, donc il développe plein de stratégies parce qu'il a l'occasion de se répéter ses différentes stratégies, donc il arrive à mettre tous les filles dans son lit. Toi t'as réussi à te souvenir que de ses plans cul, mais il a fait autre chose aussi. Non, mais je crois qu'il a appris une langue ou ah non, c'est elle à un moment elle apprend tout un truc de science. En fait, c'est la fille qui a été plus smart en essayant d'apprendre toute la théorie physique quantique pour essayer de casser la boucle temporelle. Mais le mec, il s'en foutait de ça. Il s'est jamais posé la question. Pour lui, c'est juste chaque jour, il se tapait une nouvelle meuf parce que maintenant, il avait appris tous les tricks pour essayer de les draguer. Il savait tous les points forts, points faibles. Et il disait, par exemple, toi, si j'ai envie de te mettre dans le lit, faut faire ce discours-là pendant le mariage parce que c'est pendant le mariage d'une personne. Et c'est assez marrant, faut le voir. Tu dis ça, elle justement, aussi, elle se tape des mecs, hein, en plus. Ouais, mais moi, je trouve ça assez intéressant, en fait. Justement, c'est la première fois que je vois dans un film que le personnage, pour réussir à trouver une solution à un problème, utilise la science. Et elle va étudier des livres, elle va prendre des cours. Moi, ça m'a fait tellement rire, tellement c'était ironique. Alors que d'habitude, non, il suffit de trouver la personne qu'il faut tuer et après, la boucle s'arrête, ou des trucs comme ça. Non, mais c'était intéressant que la loupe, là, ça se passe dans un mariage. Tu vois, elle revit pas une journée de merde, en plus, elle revit le mariage de sa sœur, et elle est au courant de secrets qu'elle va divulguer, mais tu vois que toutes les solutions qu'elle met en œuvre, ça mène jamais, en fait, au résultat qu'elle veut, quoi. Non, moi, je l'avais trouvé bien pour un film sur les voyages dans le temps. Bon, c'est pas Tenet, encore heureux, mais non,
Je trouvais que c'était intéressant d'avoir un nouvel angle. En plus, pour une fois, ils sont 2 à être coincés dans la boucle. Au moins, elle est pas toute seule, c'est pas comme Un jour même sans 3. Fin. Parce qu'il y a Simon, le fantastique J.K. Simon, faut pas oublier. Ouais, heureusement qu'il était là, lui aussi. Rajouter un petit côté vintage. Il y a la série Poupée Russe qui est sur ce concept, et ils sont également 2 à être coincés à partir de l'épisode 4. Mais c'est moins bien fait. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je savais pas de quoi ça allait parler. Moi non plus. Du coup, j'ai quand même eu le côté un peu, ludique. Au début, vous savez, il fait un petit enchaînement de mouvements pendant la scène de danse du mariage, et il sait exactement qui va se trouver où, et on comprend pas. Enfin, quand on sait pas de quoi ça parle, on comprend pas. Et il y a le côté ludique de tous les films de voyage dans le temps, de se dire, a posteriori, ah, c'était donc ça. Un peu comme Tenet, puisque tu en parlais. Et donc ça, j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé aussi, comme tu disais, Mickaël, que ça parle de l'humain. Et c'est un peu bizarre, mais ça parle à un moment donné de l'ennui. Un peu comme le faisait Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Sauf que lui, il se disait, je vais prendre un couple de vampires. Ils sont éternels. Et en fait, ils vont vivre tellement longtemps qu'ils vont s'ennuyer. Et ben, il fait pareil dans ce film qui est à l'opposé, qui est tout coloré, estival. Et il se dit, eux, ils vont vivre la même journée 1000 fois, et ils vont s'ennuyer. Et même, ils vont avoir le temps de tomber amoureux, et même de se détester, et de se rabibocher en une journée. Je trouvais ça un peu rigolo. Après, je trouve pas que c'est un film exceptionnel, mais c'était un bon film estival. Et c'était tout est fait pour, hein, l'affiche, l'environnement. Personnellement, si je vais à Los Angeles, je veux bien passer à Palm Springs parce que c'est vraiment pas mal. Très beau. Allez, on se fait un road trip. Bah, je vais passer à un autre film qui est tout à fait estival aussi, qui est sorti en août en France et qui s'appelle Eva en août. Ouh. Quelle originalité. En espagnol, c'était La Virgen de Agosto, la Vierge d'août. Alors, allez savoir pourquoi en espagnol c'est la Vierge et en français c'est Eva. Vous le saurez en regardant le film. Eva en août, c'est une femme qui se retrouve seule à Madrid à louer la maison d'une connaissance, donc qu'elle ne connaît pas très bien et à un endroit qu'elle ne connaît pas forcément par cœur, au moment où les Madrilènes, eux, quittent l'Espagne parce que c'est les grosses chaleurs, donc c'est à peu près du 1er août au 15 août, et il y a 3 fêtes à Madrid à ce moment-là, dont j'ai oublié le nom, qui du coup apporte que les gens sont dans la rue. Alors en temps de confinement c'était assez rigolo à voir, mais les fêtes ont eu lieu en vrai cette année 2020. Bref, ils portaient tous des masques. Donc non, ouais, ils sont tous morts. Je sais pas. Arrête Mickaël, on meurt pas parce qu'on porte pas un masque, on est juste cons. Mais en tout cas, c'est du coup une trentenaire qui s'appelle Eva et qui va pas forcément savoir quoi faire de sa vie. C'est une comédienne, donc elle a tout le temps qu'elle veut. Elle va d'abord se familiariser à son appartement, ensuite elle va sortir un peu dans la rue, faire des rencontres, et elle va aller de rencontre en rencontre, parfois faire se rencontrer les gens. Elle a rencontré une femme le mardi et une autre femme le jeudi, et en fait on va suivre comme un journal ce film et les pérégrinations d'Eva, 1er août, 3 août. Et c'est plutôt amusant parce qu'en fait en plein cœur de l'été ça donne vraiment l'impression d'être en vacances. On a l'impression quand on va sortir du cinéma ou de son salon et le soleil va cogner, donc même si vous le voyez en décembre ça marchera, c'est sûr qu'il fait très chaud dans le film. Et de quoi ça parle? Bah je ne sais pas trop. Ça parle d'une femme qui fait des rencontres, qui discute, c'est un peu du Woody Allen en Espagne mais dans lequel il ferait très chaud. Non, mais il y a en fait, ça m'a apporté des moments de réflexion, mais immédiates. C'est-à-dire, c'est pas des moments de réflexion d'analyse, c'est pendant le film, ça me touchait, c'était des conversations qui me plaisaient, et il y a vraiment beaucoup de dialogues. Et souvent à deux, mais parfois une grande scène au bord d'un lac où ils sont 5-6, et ils parlent de voyager, parce qu'il y a une Autrichienne, un Anglais, un Gallois. Ils parlent du fait de vivre hors de leur pays, et savoir si la manière d'être qu'ils ont vient du fait qu'ils ont quitté leur pays, ou s'ils ont quitté leur pays à cause de la manière qu'ils ont d'être. Donc ça peut vous parler peut-être, hein, les Américains exilés là. Et, ils vont revenir en France. Eva face à... du fromage. Bah, merci pour ces réponses. Eva face à tous ces étrangers en fait, qu'elle a rencontrés en l'espace d'une semaine, elle va dire, d'abord silencieuse, elle va dire... Bah moi j'ai toujours vécu à Madrid, j'ai 30 ans, j'ai jamais quitté Madrid, et c'est tout un tas de réflexions, de remises en cause qui vont l'amener sur un cheminement. Elle va rencontrer une petite relation amoureuse, et elle va rencontrer le fils de cet homme, entre autres, et je sais pas en quoi elle est vierge, en fait, même après avoir vu le film, mais j'ai beaucoup aimé ce film, voilà.
Ah, ça a l'air sympa. Ça te donne envie. Et ça donne envie de retourner en France juste pour... Donc le film est de Jonas Truebo et coécrit par Itsatso Arana, qui est l'actrice principale, qui est une actrice inconnue, mais qui est superbe dans le film. Elle est décomplexée et elle passe énormément de choses. Et j'ai adoré découvrir cette actrice. Je sais pas si on la reverra quelque part. Et je viens de me rendre compte que j'ai parlé de 2 films espagnols. C'était pour faire l'anti-américain. Et du coup, Eva en août, on peut plus le voir parce qu'on maintenant... C'est ça, c'est fini. Ça me faisait plaisir de parler de films qui sont pas forcément très connus. Donc j'ai choisi celui. Mais je vous laisse rapidement des phrases si vous voulez parler d'autres films, comme The New Mutants. Donc cet été, avec la reprise des salles, on n'avait pas trop le choix niveau film. Et il y avait que The New Mutants et Enragé. J'ai pas trop apprécié ce genre de film parce que déjà, Enragé, c'était sur un fou du volant, en gros, qui s'en prend à une mère et son fils juste après qu'elle lui ait klaxonné dessus. Donc moi, ça m'a bien fait flipper. Ça finit en home invasion en plus. Enfin, c'est sur un détraqué, quoi. Donc, je pense qu'il y avait aussi une critique des réseaux sociaux, vachement. Parce que, du coup, tu voyais que les gens, au lieu de réagir à la violence du mec, aimaient bien prendre en photo, filmer, enfin, comme on voit souvent maintenant. Bref, il y avait beaucoup sur la folie de l'homme et son aliénation avec les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, tout ce qui est journaux aussi. Bref, c'était pas le feel-good movie, et du coup, moi, il m'a rendu très mal à l'aise. J'ai crié pendant le film, faut demander à Mickaël. Bref, c'était pas un film à voir à côté de moi au cinéma. Justement, tu vas voir ce film pas pour te sentir bien. C'est-à-dire que... Voilà, c'est pas Palm Springs, hein, là. C'est pas Palm Springs, c'est tout l'inverse. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était sympathique. Ouais, Russell Crowe était très bon. Psychopathe. Alors là, il m'a bien fait flipper. J'ai pas envie de le croiser dans la rue. Du coup, maintenant, au volant, je fais un peu gaffe. Hein. Je veux pas klaxonner sur les gens. Ouais, moi, j'ai bien aimé et je conseille ce film parce que je trouve que c'est un petit film qui cherche pas à être extraordinaire et qui pourtant réussit à maintenir un peu le road rage, donc l'aspect enragé de la route, et tous les gens qui ont conduit savent qu'on s'énerve tout le temps après quelqu'un, et des fois là ça nous remet en perspective que parfois il faudrait juste fermer sa gueule. Donc franchement je trouve que c'était un film sympathique. Ah oui, sympathique. Il aime les scènes de viol. Ça marche, c'est-à-dire que y a pas de scène de viol dedans. Non, ça marche. Le but du film, c'est de te faire sentir mal. Donc dans ce côté-là, il fonctionne. Et on a aussi été voir The New Mutants avec Arya Stark. On s'en fout. Ils sont tous mauvais. The New Mutants avec Maisie Williams. En gros, j'ai l'impression que ce film ne servait à rien techniquement, à part faire un film de diversité, parce que l'actrice principale est native américaine, enfin amérindienne, comme en fait, les personnages étaient tellement clichés, genre t'as la lesbienne, le beau gosse, la rebelle. En fait, ils étaient trop dans les clichés, les personnages, et en plus avec des super pouvoirs qui t'expliquent même pas vraiment, parce qu'ils ont des super pouvoirs assez random et que t'as jamais vu. J'aurais plus aimé connaître l'histoire autour de leurs super pouvoirs, et sinon c'était censé être un film d'horreur, mais c'est plus dans un film à suspense avec des monstres. Alors c'est le réalisateur de Josh Boone qui a réalisé, donc le réalisateur de Nos étoiles contraires. Donc voilà, vous avez un résumé de la qualité du film avec ça faisait très teenage movie, arrête de dire ça, mais ça faisait très teenage movie en effet, avec de la romance. Donc voilà, avec de la romance, les hormones en folie. Et puis un peu de scènes sanglantes, mais le gore était pas... 2 ans pour sortir cette merde. Non mais 2 ans quand même. 2 ans qui était dans les boîtes, il voulait le monter, il l'a remonté, Disney voulait pas le distribuer, il y a eu plein de problèmes. Franchement, il aurait... Tout ça pour se faire démonter. Oui, tout ça pour se faire démonter par la critique, par nous... Bon, pas nous, ils s'en foutent, mais bon, c'est pas un succès, ça a pas marché. Je suis pas sûr qu'ils continueront dans cette vague-là, quoi. C'est comme ça qu'on dit un spin-off. Enfin, c'est un spin-off de X-Men qu'ils ont essayé de faire, mais pour moi, il était assez raté. Ça faisait plus un Disney gore raté. Parce que la fin était tellement prévisible et longue, genre ils ont mis du temps. Mais arrête de parler des fins en général. Non, la fin était encore dans la vie de Céline, c'est de spoiler tout. Non, là, j'ai rien dit. Mais la fin était encore plus chiante que tout le film. Bon, je conseille pas The New Mutants et je conseille pas Enragé. Voilà. En fait, je pense qu'ils ont fait confiance au casting. Ils se sont dit, on a mis Arya Stark. Peut-être que ça va attirer un peu d'audience. En plus, elle joue un loup, encore une fois. Bon, et vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas parlé de Tenet, qui est sorti en août 2020, mais c'est parce que nous préparons une émission spéciale sur le film et la filmographie de Christopher Nolan.
C'est donc fini pour les films, et nous pouvons passer aux séries. Qu'est-ce qu'on a au programme des séries ? On a 4 séries, et je sais pas qui veut commencer. Peut-être Céline ? Bon bah, comme vous vous battez tous, moi je vais pas parler d'une série toute nouvelle, mais j'ai réussi à voir la saison 3 de Search Party. Donc Search Party qui est sorti fin juin, toute la saison d'un coup, sur HBO. HBO Max. Voilà, parce que HBO Max reprend la série, qui était avant sur TBS. Donc le 26 juin, je crois. Bon, du coup, comme je vais parler de la saison 3, je vais spoiler les saisons précédentes, parce qu'il faut être un peu au courant, les gens. À la base, Search Party, c'est une dark comedy, je dirais. Ça a été fait par le réalisateur dont on a déjà parlé dans des films, enfin, Ugur, tu te rappelles de Lovebirds ? Oui, je me souviens. Avec l'Indien qui était pas mal. Voilà, qui avait fait la couverture de JQ, n'est-ce pas, Mickaël ? C'est ça. Émission mai-juin. Koumali. Ouais, le réalisateur de Lovebirds a aussi. En tout cas, on retrouve, je pense, le même côté décalé de la satire, de la comédie et du crime, quoi. Et la première saison que j'avais vue, ça date un petit peu. Je me rappelle que c'était un truc très fun, sur cette fille Dory et son copain Drew, des hipsters typiques new-yorkais. Et en gros, je dirais par ennui ou par je sais pas quoi faire de ma vie, se met à devenir une citizen detective, à enquêter sur la disparition d'une jeune femme du nom de Chantal. Et au début, tu te dis que c'est juste une comédie un peu posée, et ça finit en mystère, tu suis son enquête, c'est très décalé. Je saurais pas comment la décrire parce que j'ai vraiment similaire. Et tout se passe dans le dernier épisode, en fait. Et on va dire, il y a tout le drame de la dramédie qui se déroule dans le dernier épisode. Parce que juste avant, c'était les premiers épisodes, c'était suspense et tout. Et tu te dis, bon, il va jamais se passer un truc horrible. Et bah si, il y a un meurtre qui se passe, voilà, il faut le dire. Parce qu'après, du coup, oui, spoil, mais parce que du coup, toute la saison 2 va être sur comment couvrir ce meurtre. Et à ce moment-là, la série devient plus une série de suspense, sur comment couvrir un meurtre, un peu à la Hitchcock même. Surtout qu'en fait, elle tue un mec, mais elle rend complice ses 2 amis, Elliot et Portia, qui sont aussi des caractères très flamboyants. Très, très clichés entre le gay et puis la blonde écervelée, on peut pas dire autre chose. Mais en même temps, ils sont très attachants comme personnages. Si, ils sont attachants, Mickaël. Fais pas non de la tête, je te vois. Mais ils sont très drôles. En fait, tous les personnages sont totalement décalés et du coup, c'est ça qui fait un peu qui fait beaucoup même du charme de la série. Parce que même Dory, que tu pourrais assimiler comme, on va dire, la plus raisonnée, elle rentre dans la parano et dans la conspiration après avoir goûté au meurtre, on va dire. Et du coup, dans cette saison 3, donc elle est enfin accusée du meurtre dont elle a commis, et du coup, cette saison 3, elle est dans la satire de la série judiciaire. Et elle est très drôle, encore une fois. C'est un humour décalé, on est d'accord, mais elle plaide qu'elle est innocente alors qu'on sait très bien qu'elle est coupable. On voit comment elle peut s'en sortir quand même dans la justice américaine, donc c'est aussi critique de la justice américaine, et c'est très décalé. Bref, c'est une série que je recommande, du coup, même si je peux tout spoiler. Mais la 3e saison m'a vraiment bien... en tout cas, j'ai été étonnée d'être autant encore dans la série après une 3e saison, parce qu'elle arrive à recréer une nouvelle intrigue sous un nouvel angle, et l'humour est toujours aussi drôle. Mickaël, c'est pancake. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'elle arrive en chaque saison, elle arrive à se renouveler. Et moi, je m'attendais pas à ça d'une série de 30 minutes qui se veut vraiment assez légère, de vouloir se renouveler à chaque saison et vraiment de raconter quelque chose d'assez absurde et en même temps un peu suspense, et à chaque fois il y a des tendances différentes, c'est-à-dire que il prend la première c'est une enquête, donc il prend un parti pris dans un peu pastiche des films d'enquête ou des séries d'enquête, et puis la saison 2 carrément ça devient, comme disait Céline, Hitchcockien, avec une ambiance vraiment il faut cacher le crime et tout ça, donc un renouvellement et aussi un changement un peu de ton à chaque fois. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça dans une série aussi légère. Ouais, et l'ajout, du coup, c'est l'humour, parce que du coup, tout est prévision à la fois.
Et il y a une très bonne réalisation pour une comédie, on va dire. Des beaux plans, enfin, je trouve que c'est très bien réalisé aussi. L'actrice principale, Alia Shawkat, est géniale aussi. Ouais. Elle a une tête, tu te souviens d'elle, quoi. Et puis ça tombe aussi dans la parodie, même dans le côté humour. Dans saison 3, moi je me rappelle de chaque début d'épisode qui est un peu parodique des médias, de la nouvelle génération. Et j'ai beaucoup aimé un coup un journal télé, un coup les internets. Et tout est dans la parodie, enfin tout est dans le cliché, mais vraiment pour son... par exemple dans la saison 3, t'as aussi le mariage d'Eliott, donc mariage gay, et ils sont tellement dans les clichés gays, mais encenser ça... Donc Search Party, c'est sur Canal+, pour les saisons 1 et 2, et sur OCS pour la saison 3. Moi, je vais vous parler de Room 104, qui est une série anthologique, où chaque épisode, qui dure aussi 30 minutes, aujourd'hui on fait les séries 30 minutes un peu, chaque épisode, c'est un peu une histoire. Donc il y a tout un panel de réalisateurs et d'écrivains qui ont écrit un peu des épisodes, bon, surtout Marc Duplat, Marc et son frère, non ? Les Duplat, quoi. Ouais. C'est quoi le nom ? Marc et Jay Duplas. Et donc, Marc et Jay Duplas ont créé cette série Room 104, qui arrive à sa dernière saison, donc la saison 4, pour laquelle j'ai vu à peu près 5 épisodes déjà. Et c'est une série qui, comme c'est anthologique, il y a des épisodes sympathiques, il y a des épisodes vraiment merdiques, et il y a jamais d'épisode excellent en fait. C'est ça le problème. Et ça va être ça ma critique principale de cette série. Alors que on aime ce genre de truc où un épisode va raconter une histoire, t'as 30 minutes, tu peux vraiment créer quelque chose avec comme une petite nouvelle en fait, une nouvelle de littérature avec une chute à la fin. Et je trouve que ça marche pas tout le temps en fait, c'est plus souvent ça marche pas. Et c'est vraiment dommage. Et cette saison 4, je trouve qu'elle est encore moins bien. J'ai trouvé la saison 2 et 3 plutôt sympathiques. Même si pour moi la saison 1 il y avait vraiment des grosses surprises avec l'épisode de la danse, tout comme ça, alors qu'ici vraiment la saison 4 il n'y a pas un seul épisode pour moi qui j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus c'est très diversifié, donc il y a des épisodes dramatiques, il y a des épisodes fantastiques, des épisodes de science-fiction, il y a à peu près de tout dans les genres, donc c'est très genré dans le sens cinématographique, mais pour moi ça marche pas et je suis bien content que ça soit fini et qu'on passe à autre chose. Ah, c'est fini. Ah oui. Ouais, c'était la dernière saison là. C'est un peu dur quand même. Un peu dur, mais je trouve que au bout d'un moment, soit tu essaies de maintenir une qualité et un standard qui est assez haut, mais là pour moi ça marche pas quoi. Moi j'ai envie de dire c'est comme Black Mirror, t'as des épisodes préférés et d'autres tu passes à la trappe quoi. Non, c'est ni comme Black Mirror, ni comme Inside Number 9. C'est totalement, franchement, c'est bof comme série anthologique, je trouve. Moi, ma préférée, c'est Inside Number 9, même si les épisodes, les dernières saisons sont pas terribles non plus. Mais ça reste toujours un haut standard, je trouve, et j'ai toujours un plaisir à les retrouver. Alors que là, Room 104, j'ai pas de plaisir à le retrouver. Bof, on passe. Je passe. Passons dans une série qui dure un peu plus que 30 minutes. Dans mon cas, c'est Perry Mason, qui dure 1 heure par épisode. Et c'est une série créée par Rowling Jones et Ron Fitzgerald, qui est en train d'être diffusée sur HBO Max. Il y a 8 épisodes, je sais pas si ça continue. Et en France, c'est OCS, non ? Oui, probablement. En France, ça peut être OCS. Et oui. C'est une série sur l'avocat Perry Mason qui se déroule en 1931. Et c'est une nouvelle adaptation de l'histoire de ce avocat-là qui a été diffusé avant, mais qui a été retouché avec un nouveau budget et aussi avec avec l'appui de HBO, parce que vraiment le niveau décor c'est magnifique, l'atmosphère du film noir c'est superbe, on dirait que je regarde Peaky Blinders, surtout ça correspond à peu près aux mêmes périodes et j'adore vraiment tout le visuel et tout le décor niveau costume etc. Et j'adore la série, j'adore le personnage qui est joué par Matthew Rhys qui a parfois des airs de Tom Hardy et qui a un peu, c'est un avocat qui sort du commun et qui a des manières un peu très différentes, qui a été un peu touché par la Première Guerre mondiale. Et on suit une enquête un peu bizarre. Et j'ai vu que 3 épisodes, mais j'ai vraiment envie de continuer. Ça fait un peu comme True Detective, tu sais, c'est un peu très mystérieux. C'est une enquête qui a beaucoup de chutes et on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est le responsable et on fait partie de l'enquête avec l'avocat et je trouve très très intéressant comme série et ils ont un très bon budget donc ils en profitent et ils font vraiment du
Bah du coup c'est une série noire au même titre que les films qu'on connaît ou les livres que le Dahlia noir ou ce genre d'ambiance là dans les années 30 et du coup il y a vraiment c'est une ambiance que j'aime bien moi aussi, donc j'ai vu aussi cette série. De l'Amérique. Oui, la musique aussi, voilà. C'est excellent. Le casting est assez fou. Tatiana Maslany, qui est assez extraordinaire en gourou d'église, ou encore John Lithgow, qu'on adore. Moi, j'adore. J'entends sa voix. Churchill, voilà, j'entends sa voix. Il a une voix tellement drôle et douce, et en même temps, il est implacable. J'adore cet acteur. Et voilà, un casting 5 étoiles, mais un gros problème qui pour moi m'a empêché d'apprécier la série, c'est la musique. La musique redondante. Ah non, mais une fois que t'as compris la musique, c'était quoi le thème de la musique, tu l'as tout le temps. 99% de l'épisode, tu as le thème de musique avec des touches de piano. En fait, à partir du moment où tu l'as notifiée et elle est agaçante pour toi, genre tu l'entends à chaque fois, t'es en mode non, pas encore. En vrai, moi j'ai adoré parce que j'adore le jazz et c'est un peu, tu vois, non, mais oui, le jazz, il y a des hauts, il y a des bas, ça change de rythme, c'est vivant le jazz. Là, c'est pas vivant, c'est toujours les mêmes notes, toujours la même ambiance, mais au fil des épisodes, moi, j'en pouvais plus. Concrètement, j'ai arrêté la série à cause de la musique. C'est la première fois que ça m'arrive, parce que la musique me retire les émotions. Elle me suçait les émotions comme une sangsue. Ça, c'était insupportable. Franchement, mais j'aime pas donner raison à Mickaël, mais pour le coup, c'est vrai que ça devenait très lourd. En fait, genre des fois dès qu'il y avait de la musique j'étais oh non pas encore, parce que c'était pas nécessaire, t'avais déjà l'émotion et je trouvais ça trop. Ils sortent d'une voiture. En gros, scène de confession, t'as la musique, scène d'enterrement, t'as la musique. Enfin, c'est bon, on a compris que c'était triste. Que ça accompagnait bien la noirceur de la série. Ah non. Genre le son qu'ils utilisaient vraiment, c'était des sons qui étaient un peu noirs. Tu sais, encore une fois, c'était assez lent et comme tu dis, c'était tu vois, genre c'est pas très fort comme Nolan aime utiliser, tu vois, genre c'est pas boum, tu vois, genre. Oui, mais c'est constamment c'est la même chose, c'est constamment, c'est le problème de Nolan aussi, on en parlera plus tard, mais c'est constamment la même chose, c'est-à-dire c'est comme une musique d'ascenseur quand tu prends l'ascenseur, voilà. Et moi j'avais l'impression que c'était Perry Mason, c'était un ascenseur vers le zéro émotion, parce que j'étais pas attaché au personnage, et justement à l'épisode 4 quelque chose se passe et finalement tu t'en fous un peu, et parce qu'il y a cette musique en fait qui te retire les émotions, voilà. Après on peut pas juger toute la série juste à cause d'une musique de merde. J'ai vu quand même 6 épisodes sur 8 à peu près, 8. Moi mais c'est vrai que ça me permet de juger quand même. Ouais, mais en fait elle est quand même intéressante comme série puisqu'il y a quand même des rebondissements à chaque épisode, enfin tu rentres quand même dans l'histoire. Justement moi c'est le début que j'ai eu du mal à mettre en place et il y avait pas encore la musique chiante je crois. Et, dès le premier épisode. Ouais. Mais je l'ai trouvé très dark comme série. Bon, c'est noir, dès le premier épisode, surtout vers la fin de la première épisode, il y avait une scène de sexe où j'ai beaucoup rigolé. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais... Je me souviens pas. Je me souviens pas de scène de sexe. Parce qu'il est impuissant. Il allait partout. La mexicaine, probablement. Oui, bon. Bon, bref. Voilà, merci. Je vous invite à vous faire votre propre avis sur Perry Mason, qui est sur... OCS. C'est renouvelé, Ugur, tu penses qu'il y aura une saison par saison, une enquête par saison? Je sais pas, parce que je connais pas qu'est-ce qui a été fait avant avec Perry Mason. Surtout, je savais même pas que ça existait avant. Je pensais vraiment que c'était une nouvelle production de HBO. Et quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que c'était très connu dans la culture populaire américaine. Donc, je pense que pour moi, c'est un succès. Donc, je pense que HBO va continuer, mais après... Ah oui, c'est confirmé. Ah, c'est confirmé, ok. Dans ce cas-là, oui. Probablement, je pense que... J'ai pas encore fini la saison, donc je sais pas si l'enquête va être finie ou pas, mais je pense oui. Et je pense que ça va être anthologique, oui. C'est possible. Et la musique est composée par Terence Blanchard, qui est le compositeur de Spike Lee, donc qui a fait Black Landsman, Die Five Bloods, et même les plus vieux, Inside Man. Ouais, voilà. C'est assez cool la bande. Bon. Mais il a fait une musique qui répète tout le temps, donc voilà quoi. Bref. Merci Mickaël. Quel despote. Tellement t'as pas aimé, à vous. Donkhurst, donc qui est la 4e série dont on va parler, qui est celle que j'ai choisie, un peu par défaut, je vous avoue, mais parce que beaucoup de monde a parlé de Cursed, qui a été créé par Tom Wheeler et Frank Miller. Ouais. Son frère ou maman? Non, c'est quand même il est huge, Frank Miller quand même. De quoi, je sais pas quel poids il fait. C'est celui qui a créé quand même Sin City. Ah oui, un gros. Si je me trompe pas. Oui.
C'est un gros mec du comics, hein. Gros influenceur. Mais c'est adapté d'un roman pour ados qui est écrit par Tom Wheeler. Alors je ne sais pas ce qu'il vaut. J'ai vu qu'il faisait plusieurs choses littéraires ou dans le cinéma série. J'ai vu qu'il avait scénarisé Puss in Boots. Donc je me pense qu'il s'y connaît dans quelque chose d'assez enfantin et schématique, ce qui résume bien Cursed. Et en fait, pour le roman ado, il s'est illustré par Frank Miller, qui, on le rappelle, a fait 300, Sin City, et qui a marqué aussi Batman par sa patte, mais par sa patte de scénariste, hein, surtout. Et donc là, qui a juste fait les illustrations du roman. Donc il est là dans l'adaptation, mais on sait pas trop pourquoi. Alors il a un petit rôle, caméo, histoire de dire coucou, je suis là. Peut-être qu'il a supervisé ou dessiné les transitions, parce qu'il y a des transitions qui sont dessinées et qui sont pas kitsch, qui passent plutôt bien, avec un côté bruissement de feuilles. Donc on passe par exemple d'un intérieur à une forêt et il y a une sorte de décalco effet dessiné qui se passe en bruissement de feuilles. Ça fait tchic, tchic, tchic. Donc j'ai bien aimé ça et j'ai bien aimé certains autres effets qui sur le papier pouvaient être kitsch, mais qui là passaient bien dans la mise en scène. Mais à part ça, qui se voulait pour Netflix être quelque chose de fantasy, qui vient 6 mois après The Witcher, pardon. Et donc toutes ces séries de fantasy qui, forcément, ont été commandées au moment du succès de Game of Thrones et qui, on le sait, essayent de surfer et de trouver la bonne recette. Ça marche pas. Alors je vais pas revenir sur The Witcher que j'ai détesté, mais Cursed, j'ai limite préféré parce que il y avait peut-être plus d'ambition et de sincérité dans la manière de faire, puisque c'est quand même quelque chose d'adolescent. Alors, vu ton avis sur The New Mutants, Mickaël... On va pas te demander. Hein. Je vais pas te demander de regarder quelque chose d'adolescent. Non mais il a pas regardé. Hein. Moi j'ai commencé à regarder et lui il a craché dessus. Mais voilà, je pense que ça fonctionne pas. Ils ont récupéré l'actrice de 13 Reasons Why qui s'appelle Catherine Langford, qui fait ce qu'elle peut dans son rôle. Elle est honnêtement pas mauvaise. On lui remet des scènes pas forcément faciles. Donc j'ai pas du tout parlé de quoi ça parlait, mais c'est une revisite de la légende arthurienne. Donc avec petit à petit vous allez voir apparaître tous les personnages que vous connaissez comme Lancelot, la Dame du Lac et Merlin et tous ces personnages, Arthur du coup, tous ces personnages qui vont être revisités. Alors c'est dans la veine des comic books, donc ça part comme Batman. Imaginez, Batman n'a pas qu'une histoire, donc ça part du principe que c'est pas une adaptation fiable et que ça refait à sa sauce. Donc il y a des relations qui vont se casser, eux ils n'ont plus de relations, des relations qui vont se faire, eux on va dire qu'ils sont amoureux. Je suis pas un spécialiste des légendes arthuriennes, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu dénaturé. Maintenant c'est une proposition, donc il faut faire avec ce que c'est. Mais ça m'a pas intéressé, hein. Les histoires d'amour entre l'héroïne, dont j'ai oublié le nom, et le héros dont j'ai oublié le nom, m'ont pas intéressé. Non mais ça, voilà. Non je rigole. Non mais c'est à ce point, ça se voit que voilà, s'il y a pas de build de personnage, c'est le problème. Hein. Non mais voilà, oui, voilà, les personnages ont du mal à exister. Ils sont un petit peu caricaturaux comme savent le faire les comic books, c'est-à-dire qu'il y a le personnage un peu très sombre et mystérieux tout le début, qui a une capuche. On sait pas comment il voit ce qu'il fait, mais il avance avec sa capuche. Ah. Et t'as cette romance qui existe et qui sort un peu nulle part. Et c'est une fugitive, puisque en fait ça parle d'extermination de peuples. Donc il y a un début d'histoire qui pourrait être intéressante. Mais cette fugitive, en fait, on sait pas... Elle se balade au nez à la barbe de tous les gens qui la cherchent. J'ai jamais vu une fugitive se débrouiller aussi bien pour se cacher. Elle passe son temps à faire des ronds dans l'univers. Elle revient au village. Elle croise comme par hasard son bienheureux aimé de qui elle va tomber amoureux plus tard. Voilà, c'est simpliste. Ça vaut pas grand-chose. Je sais pas pourquoi ça se regarde. Parce que c'est du Netflix. Parce que c'est Netflix, voilà. Donc c'était sympa, hein. Vous avez parlé tous les trois de séries de HBO et j'ai parlé d'une série Netflix pour la défoncer. Ouais. Mais je me rappelle qu'en fait j'ai même pas fini le premier épisode. Ah bon? Ça m'a barbé. Bah ça faisait très teenage, je pouvais pas m'enlever l'actrice de la tête, j'avais 30 Reasons Why Je comprenais rien. J'étais en mode putain ça se voit qu'ils ont voulu copier Game of Thrones parce que les liens familiaux, les histoires de clans, enfin bref tout ça, ouais. Le côté fantasy aurait pu être cool. Parce qu'il y aura que ça, moi, qui m'aurait thrilled. Enfin, il y a que ce côté-là que j'aurais peut-être... Mais j'ai pas eu la foi, en fait, de continuer. Et pareil, je me suis dit, putain, ça se voit que c'est une série Netflix. C'est trop léger pour moi.
un jour où je suis déprimée. Oui, puis ça pourrait être viable, comme on dit, c'est ado, ça pourrait être de la CW, ça pourrait parler de l'émancipation d'une femme. Ouais. Mais c'est gentillet, quoi. C'est malheureusement assez bâclé. Donc, j'ai pas du tout de transition toute trouvée, puisque nous allons parler maintenant de livres. Vous le savez, juillet-août, ça a été un grand bouleversement, mais pas que juillet-août, sur le mouvement Black Lives Matter. Et, comme de par hasard, mes deux amis américains ont choisi des livres qui vont dans ce sens. Donc, on va commencer par Mickaël, qui va parler d'un prix Pulitzer 2020. Ah oui, quel prix Pulitzer. J'ai lu Nickel Boys de Colin Whitehead, qui en fait, de ce que j'ai compris, c'est plutôt un auteur de non-fiction et qui avait déjà gagné le prix Pulitzer pour un non-fiction. Donc, un livre de témoignage, on dit en français. Désolé pour mon... Ou peut-être un essai. Un essai. Non, je pense que c'était plus peut-être un essai sûrement. Non-fiction, en quelque sorte. Donc, c'est un jeune garçon qui s'appelle Elwood, qui vit dans une Amérique à la Jim Crow. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Jim Crow, c'est une époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et en plus, on en parlera un peu plus amplement dans une émission qu'on fait sur Lovecraft Country. Et donc, c'est assez drôle ça se passe en plus dans les mêmes années que Lovecraft Country, où c'est un jeune homme. Donc, il y a la ségrégation entre les blancs et les noirs. Les noirs doivent prendre un bus, une place spécialement pour eux. Ils ne peuvent pas aller dans les cafés réservés aux blancs. Ils doivent aller dans un café réservé aux noirs. Et du coup, on suit ce jeune homme qui va être enfermé dans une institution pour jeunes délinquants, alors qu'il n'a rien fait. On part de ce prime abord, il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et il était noir. Et donc ça suffit à l'emmener dans un centre de délinquance pour jeunes. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, la délinquance juvénile est très grave. Il y a un pourcentage, c'est un des pires au monde, où la plupart des jeunes, s'ils finissent dans une prison pour jeunes, quand ils sortent, ils deviennent des grands criminels, et donc ils deviennent pires encore. Puisque c'est un système qui favorise en fait la criminalité, puisqu'on torture les jeunes. Et toujours aujourd'hui, toujours aujourd'hui, ça existe ce truc de torturer des jeunes adolescents. Entre prisons, il y a toujours des problèmes. Et donc, entre prisonniers, entre jeunes délinquants, il y a toujours des problèmes. Et donc, on suit ce jeune homme noir qui va être du coup dans une prison pour jeunes noirs. Et on suit un peu son récit initiatique, un récit initiatique qu'on s'attendrait pas dans une prison pour un enfant. C'est vraiment très lourd, c'est un sujet grave, ça parle effectivement d'un noir à l'époque, mais quand on lit ce livre, c'est hyper flippant par rapport à notre société encore actuelle ici aux États-Unis. Et je vis actuellement aux États-Unis et je vois c'est quoi. Donc je vois pas c'est quoi être noir puisque je ne suis pas noir, mais je par le regard extérieur que j'ai, par les informations que je regarde, par un président de la République comme Donald Trump avec ce qu'il dit. Donc ce roman se dévore comme un récit initiatique, un apprentissage de la vie par le biais de l'oppression. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que on va prendre l'oppression pour un apprentissage. Mais cet apprentissage, en fait, il apprend rien. Il apprend juste que la vie est dure, que la vie elle est horrible. Et c'est ça, en fait, la vie d'être noir aux États-Unis. C'est que la vie, elle est horrible, que dès que tu vas dans la rue, quelqu'un qui te regarde, tu es suspecté pour n'importe quoi, pour être juste par la couleur de ta peau. Et effectivement, ça montre cette construction sociale de comment l'oppression va créer l'identité presque d'être noir. Et j'ai trouvé que c'était un grand roman de ça. C'était un grand roman bouleversant et je vais rien dire, mais c'est un roman qui m'a vraiment... les dernières pages, j'ai dû relire le dernier chapitre parce que j'étais pas sûr d'avoir compris quelque chose. Et j'ai dû le relire pour vraiment comprendre cette chose. Donc je vais pas le dire trop, c'est un suspense. C'est vraiment un roman marquant que je conseille à la lecture et qui est très très bien. Et qui fait vraiment écho à notre époque et justement aux violences policières que subissent les Noirs aux États-Unis et juste par la violence de la société et même économique, c'est-à-dire en tant que Noirs, on vit dans des zones presque réservées aux Noirs. Donc il y a toujours cette ségrégation et c'est flippant de voir ça encore aujourd'hui en 2020. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de lire ce livre. Je le conseille pour avoir vraiment un regard sur l'Amérique d'aujourd'hui et même, j'ai envie de dire, le racisme, c'est quelque chose de commun partout dans le monde, donc même en France, ça nous touche.
Merci pour ce message moral, Mika. Non, ouais, c'est même pas question de morale, hein, et justement le livre n'est pas moralisateur, hein, et ça je veux le préciser. Et c'est pour ça que c'est un grand livre, c'est pour ça que c'est un grand roman, c'est que la morale il s'en fout, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est ce jeune garçon et comment ce jeune garçon va s'en sortir dans cette prison juvénile où il est maltraité par les blancs. Et c'est adapté d'une vraie affaire. Donc c'est les premières pages du roman, donc je vais le dire. Dans les premières pages du roman, des universitaires en fait font des excavations archéologiques dans le terrain de cette école et retrouvent des cadavres. Donc voilà, c'est le préambule du livre et on va donc suivre la vie d'un jeune garçon dans cette école-là. C'est une vraie affaire qui s'est passée aux États-Unis, qui a choqué toute l'Amérique. Mais rien changé, malheureusement. Donc Nickel Boys de Colson Whitehead, qui a déjà fait parler de lui grâce à Underway Railroad, très dur à dire, Underground Railroad, et donc là qui revient avec Nickel Boys, qui est beaucoup plus facile à dire, qui est toujours en tête de vente, c'est sorti le 19 août 2020, et ça fait un tabac chez Albin Michel. Et si vous êtes encore pas convaincu qu'il faut pas être raciste, Céline a le livre pour vous. Donc je disais, j'ai pas le livre, je proclamerai pas que c'est le meilleur livre qui existe. Il a le titre. En tout cas, son titre c'est How to be an anti-racist. En français, comment être un anti-raciste et non pas un non-raciste. C'est par l'auteur donc Ibrahim X. Kendi, qui est aussi l'auteur du livre Stamped from the Beginning. Et donc, il sort en France le 9 septembre. Comment être un antiraciste. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, juste du fait que ça faisait partie de mon book club. Et c'est un livre, du coup, qui m'a beaucoup plu à lire parce que j'aime bien, moi, ce genre de fiction qui fait toujours réfléchir. Après, en vivant aux États-Unis, c'est vrai que c'est un peu actuel, culturel. Tu peux pas passer à côté du racisme qu'il y a ici. C'est tellement choquant, surtout en tant qu'Européen, que les Noirs et les Blancs sont très communautaires, ils se mélangent pas et... ils appellent pas ça du racisme, mais moi je vois ça du racisme. En tout cas, il y a une ségrégation qui est toujours actuelle et c'est assez effrayant, mais c'est compréhensible du point de vue de leur passé, enfin de leur historicité. Et de l'histoire actuelle. Et des actualités, c'est ça. Parce qu'ils peuvent toujours pas faire de crédit. Concrètement, on leur donnera pas de crédit pour acheter des maisons s'il y a des pavillons blancs à côté, quoi. Donc s'ils sont dans une région qui est considérée blanche. Donc c'est toujours actuel. C'est toujours actuel. On en parlera peut-être plus tard dans l'émission de Lovecraft Country, mais en gros, tu peux pas être propriétaire si t'es noir, quoi. Ça passe pas. Pour revenir au livre, en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que c'est à la fois... c'est un livre de non-fiction, on est d'accord, mais l'auteur se permet en fait de parler de sa propre expérience, donc de sa propre vie, de comment il est devenu lui-même antiraciste, parce qu'en fait il est devenu... c'est un universitaire, un historien spécialisé dans l'histoire afro-américaine, et il a ouvert un centre d'antiracisme à l'université de Boston, un nouveau champ d'études, sur sur sa définition du coup de l'antiraciste. Alors je sais déjà que ça va être des propos qui vont être contestataires. Enfin, je sais que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours anti-racisme, la notion de anti qui peut poser problème. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas le livre parce que je trouve qu'il était adressé à tout le monde. C'est pas un livre pour les blancs ou pour les noirs, mais vraiment en fait pour être humain. Parce qu'il explique que lui-même, il a été raciste à un moment de sa vie dans son apprentissage. Enfin, dans son évolution, que en tout cas, lui, il est passé par les étapes de tout être humain quand il fait face au racisme, c'est-à-dire la colère, le questionnement. Lui-même, à un moment, il se mettait à questionner si les blancs étaient pas des aliens. Moi, ça m'a fait beaucoup rire dans le bouquin. Et il avait eu cette théorie comme quoi les blancs étaient une race venue d'une autre planète qui sont là pour exterminer les noirs par peur en fait qu'ils les remplacent. Bref, c'est un livre intéressant du coup à lire pour n'importe qui. En fait, j'ai même vu un talk de l'auteur où quelqu'un avait posé la question: est-ce que je peux conseiller ça à ma famille raciste? Et il a dit, est-ce que je peux conseiller ce livre à ma famille raciste? Et il a dit oui, mais en même temps, il faut déjà être un peu, se remettre, faut beaucoup passer par la remise en question sur c'est quoi d'être raciste de base.
Et ce qu'il fait par chaque chapitre, en fait, c'est que chaque chapitre, c'est une notion. Genre, il parle des croyances en général. Donc, il aime définir, dans chaque chapitre, il fait une définition, par exemple, de qu'est-ce que le racisme historique, qu'est-ce qu'est le racisme de genre, qu'est-ce qu'est le racisme scientifique. Donc, en fait, à chaque fois, il détermine les termes et ça démonte un peu nos croyances qu'on peut avoir. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que chacun peut un peu se familiariser au moins avec un chapitre. Par exemple, moi, il y avait le chapitre sur les classes. Il te parle du socialisme, du marxisme. Là, il faut être un petit peu connaisseur. Mais je vois Ugur, il sourit, donc lui, ça l'intéresserait, tu vois, si on parlait de ça. Mais c'est vrai qu'il explique que même les... En gros, parce que il explique que même les Noirs peuvent être racistes. C'est-à-dire que c'est une question de pouvoir avant tout. Et que aux États-Unis, c'est juste qu'ils ont un pouvoir limité. Enfin, on leur a limité leur pouvoir, on leur a imposé des règles. Et ça, depuis... la manière dont ils ont été amenés aux États-Unis, et que du coup, s'ils s'appropriaient un peu le pouvoir, il fait même à un moment, sur 2 chapitres, il fait des rapprochements avec le féminisme, mais en gros, c'est vrai que les mouvements pour les droits des Noirs ont commencé en même temps que les mouvements pour le droit des femmes aux États-Unis, parce qu'on était dans la même vague de réappropriation de pouvoir. C'est ça qu'il explique aussi, c'est que c'est un combat permanent, et c'est un combat encore actuel, qui nécessite en fait une implication et une remise en question permanente en fait. Parce ils peuvent pas dire maintenant que les États-Unis ne sont plus racistes. C'est faux. Même en France, on va pas dire qu'on n'est plus raciste. C'est quelque chose qui continue mais qui mute. Et du coup, un autre truc très important, c'est que l'auteur a été atteint de cancer à une période de sa vie. Et il compare en fait le racisme actuel à un cancer des États-Unis, enfin un cancer mondial, à une maladie qui se propage et qui peut être curable, même si on te dit qu'elle est incurable. Parce qu'en fait, c'est ça, on part du principe qu'elle est incurable, que ça changera pas et tout, mais justement, lui-même, il pensait être, parce qu'il était à un stade très avancé du cancer de la prostate, qui est très grave pour les hommes. Mais au final, il a réussi à être soigné. Mais il y a une solution simple pour soigner le cancer, c'est la radioactivité. Donc on bombarde tout avec des bombes nucléaires et c'est bon. Il n'y aura plus de cancer. Et pour ces 2 livres que vous avez cités, Mika et Céline, les auteurs sont blancs ou noirs? Juste par curiosité. Noir. Noir, ouais. Il est noir, Okay. Il est clairement noir. Il est d'origine jamaïcaine. Enfin, ses parents sont d'origine... Ils vivaient dans le Queens. C'est un peu ça, par exemple, même Jordan Peele qui est noir et fait des films avec des noirs, et les auteurs noirs écrivent à propos des noirs, et c'est dommage que les blancs n'écrivent pas à propos des noirs et que les blancs ne font pas des... T'es mal informé, Ugur. Tu ne sais pas qu'on va parler de Lovecraft Country, qui a été écrit par un auteur blanc, Matt Ruff, et qui est excellent justement parce que c'est un blanc, et pour autant, moi, quand j'ai lu le livre, je me suis pas dit... En fait, ça a été un choc de savoir qu'il était blanc. À la fin, quand j'ai découvert qu'il était blanc, j'ai fait « Ah ouais !» Après, non, en fait, c'est pas un choc parce que moi, je pense que en tant qu'humain, on peut se mettre dans la peau d'un autre humain et un homme peut écrire sur des femmes, une femme peut écrire sur des hommes et vice versa. Mais c'est juste pour montrer un peu l'impact du racisme. Non, mais t'as raison parce que en juin, il y a un livre jeunesse qui a été écrit par Timothée de Fombelle, qui est du coup un auteur blanc, qui s'appelle Alma, le vent se lève, dans lequel il se met à la place d'une petite fille en Afrique, et il s'est fait fustiger parce que il pouvait pas savoir ce que ça faisait, alors que Tom s'est documenté pendant des années sur ce sujet pour faire le meilleur roman jeunesse qu'il était capable de livrer. Hein. C'est un auteur en plus très connu dans la jeunesse. Donc comme quoi, ça pose encore beaucoup de questions de savoir la légitimité. Intéressant. Moi, à l'inverse, j'aurais félicité parce que c'est oser d'écrire autant que blanc à propos des Noirs. Voilà, et puis ça pourrait être aussi utiliser son privilège, entre guillemets, d'auteur blanc. Qui est visible, qui a de la visibilité, qui est lu pour parler de choses comme ça, quoi. Ça a été vraiment une idiotie. Ça contribue à répandre, à dire que des personnages peuvent être noirs et à ne pas être choqué quand on lit un personnage qui est noir. Et justement, si les blancs se mettent à créer des personnages comme ça, mais s'il faut se limiter seulement à ce qu'on en est, moi j'écrirais des livres où je regarderais que des films, ou je ferais des films si j'étais réalisateur, que sur des petits gros, quoi. Non, mais c'est à ce point-là, c'est totalement con de penser que... Grand gros. Oui, bon, grand gros. Tu ferais que des Ted Bundy. Non, comment ça s'appelle? Ed Kemper.
Voilà, mais j'ai pas envie de me limiter à ça et je pense que c'est la même chose pour toute personne qui a un aspect créatif. Il a pas envie de se limiter. La création, c'est l'imagination. L'imagination ne se limite pas. Voilà. Mais tu dis ça en tant qu'homme blanc privilégié, n'est-ce pas? Ah oui. Mais je suis immigré portugais, donc personne ne sait même pas où c'est le Portugal ici aux États-Unis, donc vous savez, c'est vrai. On se retrouve tous un peu. Hein. On va me dire que je suis un espagnol, donc c'est pas grave. Franco-portugais. Bah, merci pour ces 2 conseils littéraires. On va remettre un peu de joie, enfin j'espère, avec les jeux vidéo. Avant de laisser la parole à Ugur, je vais remettre de la couleur dans cette émission. Je vais vous parler de Fall Guys très rapidement parce que tout le monde connaît, ça a été un succès fou. C'est sorti début août et c'est un jeu multijoueur qui se veut surfer sur la mode du Battle Royale, dans le sens où alors au début c'était 100 participants d'un coup, maintenant c'est une 60aine je crois, et par vague, par course, on va éliminer de plus en plus de gens, donc il va en rester 40, 20, 10 jusqu'à la finale. Donc c'est un jeu fun pour égayer vos soirées, avec des petits bonhommes alors là qui fâchent personne, puisqu'ils sont de toutes les couleurs et ils sont customisables, donc on peut les mettre noir, jaune ou rose. Donc sur ce point-là, on est bon. Et voilà, faut avouer que j'ai plein d'heures de jeu dessus, donc ça a été mon jeu de août, mine de rien. Inattendu, puisque c'était un succès inattendu, mais voilà, Mickaël, je sais pas si tu veux en parler rapidement. Ah, c'est très cool, hein. Mais par contre, j'ai merdé. PS4. C'est sur PS4 et sur Stream. Donc, sur PC, vous pouvez y jouer. Et sur PS4. Et c'est vrai que c'est sympathique. Même si au début, moi, quand je suis arrivé, du coup, Thierry a commencé le jeu en même temps que tout le monde. Moi, j'ai commencé 2 mois et demi plus tard. Et du coup, c'était dur, hein. J'allais pas très loin. Et encore aujourd'hui, je vais pas très loin. Mais c'est vrai que c'est fun et assez drôle. C'est intéressant de voir qu'un jeu comme ça, de parcours, ça a marché en fait. Et c'est vrai qu'il fallait y penser, ils y ont pensé, et c'est un gros succès. Bravo, les gars. Et allons maintenant au Japon, je pense, avec le jeu du cure, qui est le AAA de cet été. Oui, c'est le plus grand jeu qui est sorti récemment, c'est le Ghost of Tsushima, et un jeu vidéo d'action en mode ouvert développé par Sucker Punch, qui est aussi connu pour le jeu Infamous, et qui est édité par Sony et qui est sorti seulement pour la PlayStation. Le jeu se passe au Japon dans les années 1274 et s'inspire de l'histoire de cette époque. On commence avec une ouverture de fou. On est 80-90 samouraïs et notre île est envahie par des Mongols, donc il y a des milliers et des milliers de Mongols. Et la scène d'ouverture, on est 80 samouraïs et on fonce dans les Mongols. Et on se fait écraser comme une merde, mais c'est tellement épique comme bataille, avec le son qui va très bien avec. Donc vraiment, j'ai répété ces scènes au moins une dizaine de fois parce que c'est fou. Genre, c'est comme le truc de Sparta, tu sais, quand ils sont 300 qui se tapent contre les Perses. T'as ce même sentiment avec les tambours, etc. Des bombes partout, c'est excellent. Et bref, on incarne le personnage Lord Jin Sakai. C'est le seul samouraï qui va survivre de cette bataille de Komuda. Et on va essayer, en incarnant le personnage, de reconquérir l'île qui a été envahie par les Mongols. Mais pour cela, on va devoir ne pas respecter le code du samouraï. Donc on apprend beaucoup la culture des samouraïs, qu'est-ce qu'être un samouraï et pourquoi on va casser le code. C'est-à-dire attaquer par derrière, c'est casser le code parce que normalement un samouraï n'attaque jamais par derrière et... Finalement, on doit un peu se transformer en un traître parce que on est en inférieur numérique. Et pour moi, ça me fait penser un peu à Assassin's Creed en Europe, qui a été développé plusieurs fois. Il y a beaucoup d'inspiration de Assassin's Creed, mais c'est excellent comme ça. Parce que c'est de l'infiltration, c'est ça ? De quoi ? Parce que c'est de l'infiltration, c'est ça ? C'est de l'infiltration et aussi on essaie de recruter du monde, etc. En fait, pendant tout le jeu, tu es entre attaquer en face ou aller en traître, attaquer par derrière. Et initialement, tu insistes pour rester en face à face, c'est-à-dire à chaque fois que tu arrives, tu fais un stand-off en disant moi j'ai envie de me battre, genre tu fais un duel et si tu gagnes, après tu fonces dans le tas et tu essaies de te battre. Et au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus nombreux. Et là, tu peux plus faire face à face, même si tu es excellent. Et tu dois jouer un peu en traître et attaquer par derrière silencieusement. Tu deviens un ghost parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et le fait que ça soit un monde ouvert,
tu peux récolter plein de ressources pour améliorer ton katana. T'as plein de missions secondaires. Genre, je pense que l'histoire principale dure environ 30-35 heures, mais si tu rajoutes les missions secondaires, ça peut monter à plus que 100 heures de jeu. Et par exemple, il y a plein de trucs. Tu fais du cheval aussi, hein, j'ai vu. Hein. De quoi ? Il y a du cheval aussi ? Oui, il y a du cheval. Est-ce qu'il y a du cheval ? Ah, c'est pour ça que t'aimes bien. Il y a un truc par rapport Red Dead Redemption. à Red Dead Redemption 2, t'as des fast travel dans des villes que t'as sauvées, où tu peux voyager rapidement. Ça, c'est un point positif. Mais aussi, par exemple, il y a tellement de trucs secondaires que t'es pas obligé de le faire, mais tu fais juste par plaisir. Par exemple, tu peux écrire des haïkus, genre des ouais, donc c'est vraiment la culture japonaise. Oui, vraiment. Par exemple, parfois il y a des renards, tu suis les renards, et moi je savais pas ce que c'était, mais le renard, ça a une signification un peu divine, mystique au Japon. À 7 queues. Et c'est assez cool, tu peux caresser des renards, etc. Tu vois, genre t'as plein de messages. Par exemple, ton père, c'est le vent, et parce qu'en fait ton père il a été tué avant. C'est aussi, il y a une histoire qui tourne autour. Parce qu'en fait, dans le jeu, t'as pas de direction. C'est-à-dire, quand t'as envie de partir vers un endroit, t'as pas de direction et t'as le vent qui te montre la direction et c'est ton père, l'esprit de ton père. Ton GPS, c'est le vent. Quand tu pètes, qu'est-ce qui se passe ? Tu le convoques ? Les fils de GPS. Ouais, c'est tellement excellent comme jeu que vraiment... C'est très poétique, hein. Ouais, c'est assez poétique et surtout, normalement, Jin Sakai, le personnage que tu incarnes, c'est un jeune. Son père, il a été tué, il n'a pas pu l'aider parce qu'il avait 10 ans et il a été tué devant ses yeux par des assassins. Il aurait pu faire un effort, franchement. Et en fait, c'est ça, il a été traumatisé et il se sentait jamais un vrai samouraï. Et là, comme c'est le dernier à survivre et que c'est le dernier samouraï sur l'île, il doit prendre sur lui et essayer de se battre pour protéger un peu les faibles, tu vois, et d'essayer de protéger son peuple. Et c'est vraiment excellent, très bien écrit, toutes les discussions, etc. C'est excellent. C'est super beau, t'as des endroits genre c'est tellement joli visuellement, c'est excellent. Je pense que c'est un peu Redemption 2, mais au lieu que ça soit un western, c'est au Japon et un peu plus ancien et c'est très bien développé. Je suis très bien surpris par la réalisation. Bon, je vais m'arrêter parce que j'achète. Ok, bah super. Et il a eu du succès ? Bah, je pense que oui, parce que Sucker Punch, la maison d'édition qui a développé le jeu, n'était pas si connu que ça. Ils ont que Infamous comme jeu qui a été développé. Infamous, c'est quand même ça. Oui, mais c'est assez cool. Ils avaient que ça et avec Ghost of Tsushima, ils ont un peu changé. Et pour moi, je pense que c'est une bonne réussite. Et j'ai lu dans la plupart des sites, genre jeux vidéo, etc., qu'ils avaient des très bonnes notes et que ça a très bien marché, même niveau commercial. Donc je pense que ça a été un succès. Ok, merci Ugur. Bah, je sais pas vous, mais moi j'ai super envie de jouer à Ghost of Tsushima. Merci à vous trois pour vos avis sur les films, séries, livres et jeux vidéo de juillet et août. Chers auditeurs, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram @LeLosersClub. On est toujours là. Et sur Facebook à la page Le Losers Club. Partagez l'émission si ça vous a plu. Laissez-nous des commentaires. Et à la semaine prochaine. Pour quel sujet ? Tenet. C'est pas du tout ça. Tenet. Christopher Nolan. Ou ma traduction, Tenet ou boum 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 boum. Christopher Nolan et Tenet. Donc on va parler de boum boum boum. Bye. Bye bye. See you. Ciao. Do you want a balloon too, Georgie?